Dans le long crépuscule de l'impérium de l'humanité, où 1 million de mondes couvent sous le poids de décrets oubliés, la notion de fuite est moins un voyage qu'une lente désagrégation. Ceux qui tournent leur regard au-delà du firmament éclairé par un cadavre le font sous un ciel déjà inscrit de leur effacement, car la machinerie de l'impérium ne tolère pas l'absence. Elle la comble de cendres, de registres et de mensonges. À travers les docks du vide, alourdis de sang oxydé, dans les couloirs des baruches où l'air recyclé porte un léger goût de métal fatigué, et sur les lunes frontières où l'aurore n'est que le sous-produit de boucliers, voix défaillants, le même calcul silencieux persiste. Chaque vie est une ressource, chaque déviation une anomalie statistique à corriger, archiver et dissoudre. Fuir un tel système, c'est devenir une erreur dans son flux de données, un écho désaccordé du cœur des vérités sanctionnées. Les forces qui répondent ne se manifestent pas toujours avec fracas. Révision de l'administratum, recoupement de nœuds de cogitation, variation de schémas astropathiques et vagues inquiétudes sans source de l'attention inlassable de l'Inquisition, convergeant comme des orbites lentes et grinçantes. Même le warp, ce miroir pathologique de la peur et du désir humain, marque l'éventuel exilé d'une intensité particulière, comme si l'acte de rejet créait une résonance que l'immatérium amplifiait avec avidité. La mémoire elle-même se fait traîtresse. Ident tag réaffecté, pic d'enregistrement mal classé, dossier de service subtilement réécrit, jusqu'à ce que ceux qui connurent le fugitif ne se souviennent plus que d'un vide, là où un nom se tenait autrefois. Pourtant, des fragments subsistent. Anomalies dans les journaux de bord des nefs, rôles régimentaires caviardés, marginalia dans les librarias monastiques consignant une prière pour une âme absente. Dans ces fractures, tracées à travers les siècles comme des failles sous une ruche en décomposition, la silhouette ténue de la fuite à l'égard de l'impérium peut être discernée, non comme une libération, mais comme l'ultime condition d'appartenance à un empire qui s'étend jusque dans la manière dont l'on disparaît. Dans le palimpseste voilé de poussière qu'est la tenue des archives impériales, la désignation Set Theta n'existe pas tant comme un fait que comme un motif d'absence, une image négative brûlée dans des strates superposées de données. Le code lui-même est stérile, un simple chiffre parmi d'innombrables références de transport et de dîmes humaines. Mais sa trajectoire à travers les dépôts scripturaux trahit une anomalie. Des entrées qui commencent avec la précision glacée de l'administratum et se terminent en encre baveuse, en glyphes surchargés, en chaînes de renvoi brisées. Nul nom n'est associé à Set Theta, nul blason, nul étendard d'origine comme ceux que portent les régiments fiers ou les maisons marchandes chartées. À sa place, la désignation apparaît sous la forme d'un transport de cargaison vivante, un inventaire humain de masse destiné à des fronts de guerre lointains ou à des zones de labeur, son contenu exprimé en chiffres et en tonnage plutôt qu'en âme. Un fragment ancien situe Set Theta dans un chantier orbital congestionné au-dessus d'un monde ruche d'Hécatie, point de départ où le cisaillement gravitationnel et les nuées chimiques dessinent en permanence un hématome dans les hautes couches de l'atmosphère. Là, parmi des nefs stellaires amarrées, telles des idoles corrodées, le transport est enregistré comme ayant reçu l'autorisation de partir le long d'un corridor établi de route warp sanctionnée. Son embarquement est contresigné par un fonctionnaire subalterne dont les autres validations se poursuivent sans rupture durant des décennies, signe non d'une hérésie personnelle, mais de la continuité terne d'une obéissance bureaucratique. Du point de vue du registre, Set Theta quitte le port comme toutes les nefs dûment ratifiées, scellées, bénies et numériquement justifiées. La fracture se dévoile dans les plannings d'arrivée. Les décomptes ultérieurs de renforts, reçus sur le front prévu, montrent un vide là où la cargaison humaine du transport aurait dû alimenter les guerres de l'empereur. La divergence est infime au regard de l'arithmétique colossale de la logistique impériale, mais elle déclenche une suite de corrections marginales. Des scribes ajustent les prévisions de déploiement, déplacent des dotations de ravitaillement, annotent des estimations de pertes sans jamais nommer explicitement l'absence.
Sept-Theta n'est pas répertorié comme détruit, détourné ou retardé. La séquence de son existence se contente de cesser de se propager dans le flux de données. Des prêtres machines d'un lointain monde forge, menant leurs audits cycliques du trafic stellaire, conservent un fil parallèle singulier, dans un amas de runes de cogitation archivées, depuis longtemps marquées comme obsolètes. La désignation apparaît accompagnée d'une nota expurgée, déviation de trajectoire, schéma non sanctionné. Les coordonnées exactes sont perdues au temps, mais la mention suggère que quelque part entre deux translations, le vaisseau a abandonné son corridor assigné pour emprunter un vecteur non ratifié par les cœurs astropathiques normés. De telles déviations ne sont pas inconnues dans la longue histoire de l'Imperium, mais elles acquièrent une résonance particulière lorsqu'on les met en regard d'indices ultérieurs, selon lesquels les relais Auspex, servitorisés et atrophiés, auraient enregistré un usage de puissance non orthodoxe à l'intérieur de la coque. Une redistribution d'énergie depuis les systèmes de survie et les VOX vers le noyau de navigation. Le Warp, indifférent mais toujours réactif aux impulsions de la volonté mortelle, aurait perçu une telle altération comme un tremblement d'intention. Rejeté, ne fût-ce que par degrés, les itinéraires cartographiés de l'Imperium, s'est imprimé dans l'immatérium un motif qui se dresse à contre-champ du cœur sanctionné. Si Sept-Theta portait dans ses flancs non seulement des corps conscrits, mais aussi le désir silencieux, coagulé, de se soustraire au regard impérial, alors sa déviation cesse d'être une erreur de navigation pour devenir une divergence métaphysique. Le chant de Geller, vibrant à sa fréquence mesurée, n'aurait pas seulement enclos la chair et l'acier, mais aussi un acte naissant de trahison contre l'appartenance elle-même. Et dans cette coque distordante, des choses longuement latentes auraient pu trouver des formes. Nulle épave n'est enregistrée. Aucun appel de détresse ne parvient à un relais connu. Pourtant, des traces réapparaissent dans les systèmes périphériques, comme des images rémanentes sur une rétine brûlée. Une lune agrie de l'arrière-pays reçoit, des années plus tard, un écho astropathique brouillé dont la clé de chiffrement correspond partiellement à une version archaïque de l'autorisation de route initiale de Sept-Theta. Un sanctuaire frontalier, abandonné puis repris, porte de faibles inscriptions en bas gothique évoquant un navire passé hors d'atteinte de la dîme et du compte. Les registres d'incorporation d'une légion pénale de la même époque mentionnent une entrée anomale de condamnés originaires d'un monde officiellement déclaré stable et docile, posant la question de quel conflit d'ombre ou quelle répression enfouie aurait pu engendrer ces captifs. Le fil conducteur est fragile, mais dans leur agrégation, ces indices suggèrent qu'une part de la cargaison humaine de Sept-Theta ne s'acheva ni dans l'anéantissement immédiat, ni dans la reddition, mais dans la dispersion, semée comme des spores à travers des juridictions oubliées, réaffectées au silence. Au fil des siècles, la désignation elle-même se délite. Dans des voûtes de données se chevauchant, Sept-Theta devient Sept-T, puis simplement Theta, puis rien, à mesure que les couches de correction et de consolidation purgent les marqueurs devenus obsolètes. Dans un manifeste matériel unique ayant survécu, préservé non par décret mais par superstition de scribe, une main postérieure a tracé une ligne fine sur l'entrée et l'a remplacée par une brève annotation en encre délavée, pris en compte. Sans explication, sans classification, seulement l'insinuation que quelque part, dans une chambre d'autorité supérieure, l'anomalie a été observée puis repliée dans l'ordre plus vaste et plus grinçant. Ainsi, la disparition de la désignation Sept-Theta n'est pas un événement singulier, mais une lente dissolution à travers registres, mémoire et liturgie d'obéissance. Quel que fût l'acte de fuite, prémédité ou instinctif, collectif ou imposé, il trouve son achèvement non dans la découverte ou la délivrance, mais dans la minutieuse éradication pratiquée par une civilisation qui ne tolère pas les vecteurs ouverts. Ce qui subsiste de Sept-Theta n'est qu'une décoloration infime dans le tissu des archives, une empreinte fantôme là où des chiffres se tenaient autrefois, une absence qui a exigé un travail pour être maintenue. Dans ce labeur destiné à conserver le vide, réside le seul véritable témoignage de sa tentative de divergence, résidu qui,
en fin de compte, se dépose comme une poussière grisâtre et fine sur les pages interminables des grands livres de l'Administratum. Dans les entrailles feutrées de l'Administratum, là où la lumière des lumenstrips se diffracte dans des volutes de poussière séculaire, la vérité n'est jamais détruite d'un seul geste, mais broyée, filtrée, réduite en particules aussi fines que la cendre qui s'accumule entre les fibres des vieux registres. Les grands livres de contes, reliés de cuir craquelé, paraissent figés, mais derrière leur dos courbé, des générations de mains anonymes ont réécrit, rectifié, surchargé, effacé, avec une patience aussi inflexible que celle des glaciations stellaires. Dans ces sanctuaires de calcul, les tentatives de fuite hors de l'impérium ne sont pas consignées comme des actes, mais comme des écarts à corriger, des chiffres qui refusent de se fondre dans la somme totale et qui, pour cette raison même, appellent la flamme. Il existe, dans certaines strates interdites des archives, des salles que les scribes les plus anciens nomment avec une révérence inquiète les chambres de réconciliation. Là, les rouleaux de data-papier, les tablettes de plastique, les cristaux de donation numérique arrivent par chariots entiers, étiquetés de sceaux de révision, de demandes de clarification, de requêtes inquisitoriales scellées à la cire noire. Beaucoup concernent des erreurs minuscules, un contingent de main-d'œuvre qui n'a jamais atteint sa destination déclarée, un transport de munitions dont le reçu final ne correspond pas à l'envoi initial, un lot de condamnés dont les idencodes se répètent sur 2 mondes distincts, à quelques années d'intervalle. Rares sont ceux qui évoquent explicitement la fuite, car le langage de l'administratum se défie des notions trop humaines. Mais derrière les symboles d'aberration, de non-correspondance et de divergence, on devine des trajectoires qui ont tenté de quitter l'orbite gravitationnelle du contrôle impérial. Les rites de ces lieux sont simples, presque monastiques. Un texte est d'abord lu à voix basse par un fonctionnaire dont le nom ne survivra pas à son propre mandat. Il en compare les colonnes aux données consolidées conservées dans les cogitateurs muraux, écoute le murmure mécanique des esprits machines qui établissent les probabilités de fraude, d'erreur ou de sédition. Puis vient le moment de la décision, souvent notifiée en un seul glyphe marginal, tracé d'une main fatiguée. Correction, transfert, suppression. Lorsque ce dernier signe apparaît, le document quitte le flux vivant des registres pour entrer dans la liturgie de l'effacement. Les incinérateurs adjacents ne rugissent pas. Ils respirent doucement, avalant feuille après feuille, rouleau après rouleau, sous la surveillance distraite de novices de l'encre. Des noms, des dates, des coordonnées s'évaporent en fumée, qui noircissent les voûtes, se mêlant à des siècles d'autres effacements, jusqu'à ce qu'aucune particule ne puisse plus être attribuée à une seule existence. Ce qui fut jadis une colonne de chiffres, un alignement serré de lettres identifiant une cohorte, un transport, un foyer, devient une pellicule grise sur les parois, un sédiment imperceptible dans les filtres de recyclage de l'air. Là où un homme, un navire, une colonie avait brièvement résisté à sa place assignée dans la statistique générale, il ne reste plus rien qui soit distinct. La dissonance est réintégrée sous la forme la plus élémentaire de matière. Parfois, pourtant, la cendre trahit une mémoire involontaire. Dans des recoins où les serviteurs de nettoyage ne passent plus, dans les fentes des dalles et les interstices des mécanismes de pressage, elle s'accumule en couches si épaisses qu'un mouvement brusque peut en révéler la stratification. Des archivistes assez anciens pour avoir vu plusieurs réformes de classement jurent discerner, dans ces dépôts, de fines variations de teintes, marquant les grandes purges administratives. Les réorganisations des titres de propriété, les campagnes de correction des listes de conscription. Il est murmuré que certaines strates correspondent à des effacements délibérés d'écarts humains, au siècle où les fuites, défections et disparitions prirent des proportions inquiétantes sur des secteurs entiers. Officiellement, rien de tel n'est consigné. Officieusement, un certain frisson parcourt les rangs des scribes lorsqu'un ordre de destruction émane directement de sceaux dont l'autorité dépasse même celle des préfectures segmentaires. Au-delà des registres matériels,
Les données consignées dans les banques mnésiques et les cogitateurs sacrés subissent des processus analogues. Un idencode lié à une demande de transit peut être réaffecté, inséré dans un autre flux, jusqu'à ce que la trace originelle soit indécelable. Un nom peut être fragmenté en composantes phonétiques et éparpillé dans des millions d'entrées où il ne déclenche plus aucun rappel conscient. Dans de tels cas, il est possible de dire que la cendre n'est plus seulement physique, mais informationnelle, une réduction de la complexité humaine à un bruit de fond statistique. L'esprit qui avait tenté de s'arracher à l'impérium n'est plus qu'une fluctuation imperceptible dans le tissu des chiffres. Un renflement infiniment lissé par les recalculs successifs. Ce labeur d'effacement n'est jamais présenté comme punitif. Dans les textes internes, soigneusement réservés au rang supérieur, il est décrit comme une opération de guérison, une façon de restaurer l'intégrité du corpus administratif, de préserver la pureté des décomptes qui soutiennent l'effort de guerre, le culte, la dîme. Pourtant, dans les silences que laissent les consignes, se devine une autre logique, plus nue, celle d'un empire qui ne peut admettre qu'une volonté individuelle puisse lui échapper sans conséquence, et qui, faute de pouvoir toujours rattraper le corps, s'acharne à dissoudre sa trace jusqu'au souvenir même de sa déviation. Et malgré tout, comme dans tout processus d'érosion, des fragments demeurent. Lorsqu'un incendie d'archives, un bombardement orbital, un effondrement de ruches entame la masse des dépôts, il arrive que des feuillets à demi brûlés soient mis à nu, arrachés à leur tombeau de métal et de poussière. Sur ces lambeaux, on distingue parfois un segment de ligne, une référence tronquée, un sceau à moitié fondu portant encore la marque d'une révision extraordinaire. Ils ne suffisent jamais à reconstituer une histoire entière, mais indiquent qu'à un moment donné, un être, un groupe, un vaisseau a exigé un supplément d'effort pour disparaître correctement. Dans de rares cas, ces fragments rescapés sont numérisés à la hâte et transférés dans des banques de données secondaires, où ils prennent la forme de séries incomplètes, de codes sans contexte. Là, ils entrent en résonance avec d'autres lacunes, comme des étoiles mortes dont la lumière persiste à travers le bruit. Et parfois, par un cheminement que les registres ne décrivent pas, cette résonance trouve un écho dans les couches les plus obscures des archives Vox, là où s'accumulent, au-delà du tri humain, les transmissions incomplètes, les signaux orphelins et les silences saturés de statique. Dans l'immense tissu de murmures qui enveloppe l'impérium, le silence n'est jamais un simple vide. Il est une forme de présence altérée, une ombre acoustique dont les contours trahissent ce qui a été soustrait. Sur les bandes de Vox enroulées dans des bobines de métal sanctifiées, dans les banques de données saturées de fréquences consécutives, la plupart des instants s'alignent en un bruit continu de prière, d'ordre, de panique et de louange. Pourtant, en certains points, l'onde se rompt. Des créneaux temporels où aucune transmission ne devrait manquer se révèlent noirs, scellés, mâchés par une censure qui ne se présente jamais sous son propre nom. Ces lacunes persistantes, lorsqu'elles sont recoupées avec les effacements des archives écrites, dessinent les premiers contours d'un autre registre des disparitions, celui des échos noyés dans le silence noir du Vox. Les stations d'écoute disséminées le long des routes stellaires connaissent la routine des signaux attendus. À intervalles définis par des liturgies horlogères, les nefs titrées, les missions ecclésiastiques, les convois de dîmes émettent leurs balises d'état, brèves séquences de codes cryptés qui s'inscrivent dans les relevés comme des pulsations régulières. Lorsqu'un vaisseau tente de se soustraire à ce maillage, la première trace n'est pas l'absence physique, mais une arythmie dans cette pulsation. La balise se déphase, perd en intensité, se décale hors de la bande prévue, comme si le navire cherchait un angle sonore où la surveillance impériale ne saurait le suivre. Le plus souvent, ces anomalies sont absorbées par le flot général, classées comme interférence du warp, erreur des esprits-machines, perturbation solaire. Pourtant, certains d'entre eux coïncident trop précisément avec des désignations ultérieurement prises en compte dans les grands livres de l'administratum
pour que la concordance soit purement fortuite. Dans les cryptes de données du Mechanicus, il existe des catalogues interdits rassemblant des enregistrements de ce genre. Ils ne portent jamais les noms d'individus, rarement ceux des navires. Ils sont identifiés par des diagrammes de fréquences, des signatures harmoniques considérées comme dangereuses. L'on y observe des séquences où la balise d'un transport humain se met à répéter de manière obsédante un fragment de code astropathique obsolète, comme si le navire cherchait à emprunter une ancienne route de communication effacée des cartes. Ailleurs, une fréquence dédiée au rapport de progression d'une croisade sectorielle se trouve ponctuée pendant quelques instants par un chuchotement de bas gothique compressé, si ténu qu'il ne devient audible qu'après des siècles, lorsque les cogitateurs d'analyse parviennent à distinguer, sous le vacarme des prières, une phrase déformée qui ressemble à une négation de serment. Les secteurs où ces anomalies prolifèrent finissent souvent par être classés vox noir. Officiellement, il s'agit de zones où les tempêtes warp, les dégradations technologiques ou les actions ennemies ont rendu les communications incertaines. Officieusement, certains d'entre eux apparaissent comme des zones de quarantaine informationnelle, dressées après coup autour de routes où des tentatives de fuite ont laissé dans le tissu des transmissions des empreintes jugées potentiellement contagieuses. Car un message n'a pas besoin de contenir un appel explicite à la défection pour être considéré comme dangereux. Il suffit qu'il trahisse, par sa structure même, la volonté de ne plus se laisser compter. Dans ces continuités brisées, les astropathes se retrouvent aux premières lignes d'une guerre qui ne figure sur aucune carte. Lorsqu'ils tendent leur esprit à travers l'immatérium, ils ne reçoivent pas seulement les dépêches officielles, mais aussi les résidus des communications condamnées. Appels d'urgence jamais relayés, chants de supplications coupés net, litanies de navigation se transformant, au fil des traductions, en prières pour ne pas être retrouvés. Beaucoup de ces fragments sont consignés puis classés comme reflux psychiques sans valeur stratégique. Mais parfois, malgré les rites de purge sensorielle, une même combinaison de sons, de glyphes ou d'images mentales revient à l'identique dans des esprits qui n'ont jamais communiqué entre eux. Il est fait mention, dans un rapport supprimé d'un chœur astropathique de la bordure et d'un motif de ce genre, un chant quasi inaudible décrivant un corridor stellaire impossible, une route sous les yeux fermés du trône. Le texte est trop fragmentaire pour être rattaché à un itinéraire réel, mais l'Inquisition y a vu suffisamment de cohérence pour ordonner la censure de tous les enregistrements portant cette empreinte. Les archives Vox de plusieurs systèmes ont alors été purifiées, les bandes recalibrées, les anciennes transmissions écrasées par des flux de litanies standardisés. Le résultat, observable des siècles plus tard, est un silence épais, non pas l'absence naturelle de signal, mais une nappe continue de bruit blanc liturgique qui recouvre toute possibilité d'écoute des strates antérieures. Malgré cette chape, certains vox-archivistes, par curiosité ou par dérive professionnelle, ont tenté de sonder ce qui demeure au-dessous. En soustrayant statistiquement les prières standards, en filtrant les fréquences autorisées, ils sont parvenus à déceler des contours d'écho persistants. Des appels sans code d'origine, des numéros de désignation qui ne correspondent plus à aucun registre connu, des invocations adressées à des autorités qui n'existent plus que sous forme de lignes obsolètes dans les manuels de droite impériale. Ces voix détachées de leur source se promènent comme des spectres le long des enregistrements, se répétant parfois à des siècles d'écart, comme si l'immatérium recyclait indéfiniment la même tentative avortée d'énoncer une rupture. L'effet de ces révélations sur ceux qui les manipulent est rarement consigné. Pourtant, des changements subtils dans les protocoles laissent deviner une inquiétude diffuse. De nouvelles consignes imposent d'interrompre les audits de bandes anciennes après un certain nombre d'heures, de soumettre à un examen inquisitorial toute détection de motifs récurrents hors des schémas approuvés, d'augmenter la fréquence des rites de cécité rituelle chez les opérateurs les plus expérimentés. Il semble qu'à un certain degré de profondeur, les Vox cessent de relater simplement des faits pour exposer directement le système d'écoute à ce que l'Imperium s'efforce par ailleurs d'ensevelir. La conscience que, partout, des voix ont tenté de se dire en dehors des cadres admis. Parmi ces voix, une revient plus souvent dans les notes marginales
que dans les registres officiels. Elle n'a ni nom ni origine clairement identifiée, mais les bribes associées évoquent un itinéraire de pèlerinage qui s'est inversé, un mouvement non pas vers le centre sacré, mais à rebours de celui-ci. On y perçoit des mentions éparses de reliques refusées, de bénédictions renvoyées, de vœux rompus, non dans la colère, mais dans une lassitude abyssale. Les Vox ne livrent pas le chemin complet de cette présence, mais ils en esquissent la direction. Une trajectoire humaine s'arrachant peu à peu à l'attraction de Terra elle-même, et dont la trace, comme tant d'autres, s'éparpille à travers le bruit, en attente d'être reconstituée à partir des restes que le silence n'a pas encore tout à fait absorbés. Dans la cosmographie sacrée de l'Imperium, Terra n'est pas seulement un point fixe dans la trame des routes stellaires. Elle est un puits de gravité spirituelle, autour duquel les trajectoires humaines s'enroulent comme des orbites de poussière et de fer. Des flottilles entières de pèlerins y dérivent lentement, chargés de reliques mineures, d'ossements supposés saints, de fragments de statues, de vœux gravés sur des plaques de métal pauvre. Chaque nef, chaque barge surchargée, porte avec elle le même vecteur inscrit dans ses plans de vol et dans les âmes qu'elle transporte, converger vers le trône d'or, reconnaître par ce mouvement même l'axe autour duquel tourne le sens de leur existence. Dans ce contexte, le simple fait de concevoir un pèlerinage qui s'inverse, qui se détourne de Terra, relève moins d'une hérésie déclarée que d'une mutation tectonique de la mémoire et du désir humain. Les rares traces attribuées à celui que certains archivistes appellent par facilité le pèlerin qui répudia Terra se dispersent dans des documents qui n'étaient pas destinés à se croiser. Un registre portuaire d'un monde ruche intérieur mentionne, parmi 1000 autres, une nef de dévotion de faible tonnage, affrétée pour rejoindre une grande procession en route vers le segmentum solar. Plus loin, un relevé de dîmes ecclésiastiques note un don exceptionnellement modeste en lumens et en encens, mais une offrande surnuméraire en serment de marche, comme si l'assemblée qui l'avait émis n'avait presque rien à donner, sinon le poids de sa propre fatigue. Plus tard encore, un extrait du conclave d'un diocèse isolé évoque, pour être aussitôt rétracté, la disparition inexpliquée d'un contingent de pèlerins déclarés en translation spirituelle au-delà de la comptabilité des sanctuaires. Nulle part n'apparaît un nom, ni de navire, ni d'âme. Pourtant, la coïncidence des dates, des coordonnées approximatives et de certaines inflexions marginales laisse entrevoir une continuité dissimulée. Les études menées, à voix basse, par quelques savants théologiens de l'Adeptus Ministorum sur ces mentions éparses, s'attardent sur une hypothèse que peu osent coucher explicitement sur le parchemin, qu'à un moment donné, au sein de cette masse de fidèles en transit, une volonté individuelle ou collective ait cessé d'orienter son espérance vers Terra, non pas dans un geste de rébellion flamboyante, mais dans une désertion lente, presque géologique, de la signification qu'on lui avait assignée. Dans un monde où tout mouvement sacré est défini en fonction d'un centre, une telle inflexion n'a pas besoin de proclamation pour devenir une menace. Il suffit qu'elle altère la géométrie invisible des vœux. On suppose, faute de mieux, que le navire qui portait cette déviation était équipé comme toutes les barges de pèlerinage. Moteur poussif, champ de galères entretenus par des technoprêtres à demi illettrés, chapelains surchargés de reliques de seconde main, promesses de salut attachées à la perspective, même infime, de fouler la poussière de la planète sainte. Pourtant, quelque chose, dans la somme des destins embarqués, a dû se fissurer. Certains témoignages apocryphes, recueillis des siècles plus tard dans des confessions à demi censurées, parlent de visions récurrentes d'une Terra qui se dérobait à mesure qu'on la contemplait, d'un trône d'or perçu non comme une source de lumière, mais comme un noyau épuisé autour duquel s'entassaient des strates de demandes épuisantes, de supplications toutes identiques. Rien ne prouve que ces rêves soient liés au même navire, mais leur articulation avec la période et la route supposée jette une ombre persistante. Sur le plan strictement technique, la répudiation de Terra a pu se traduire par un ajustement infime, un recalibrage des coordonnées de translation, une modification de quelques degrés dans le vecteur d'approche, un refus obstiné de se réinsérer dans les couloirs astropathiques normés. Dans les relevés de route warp conservés par certaines forges mondes, on relève effectivement
à une époque correspondant au passage présumé de ce navire, une série de micro-anomalies, signaux de balises faiblement déphasés, temps de translation légèrement supérieur aux estimations, échos astropathiques absentéistes. Officiellement, ces irrégularités sont imputées à des fluctuations de l'immatérium. Officieusement, quelques marges discrètes évoquent la possibilité que l'esprit collectif d'une nef chargée de vœux ait cherché un autre centre de gravité que celui de Terra. Car l'immatérium ne se contente pas de refléter des craintes et des croyances figées. Il les amplifie, les diffracte, les combine. Une nef de pèlerins dont l'attention se détourne du trône, dont les prières cessent de désigner Terra comme destination ultime, crée en lui une zone d'ombre, une région où les courants habituels de foi se raréfirment. De là à imaginer qu'un corridor se soit ouvert, non pas en direction d'un autre sanctuaire déclaré, mais vers un point qui n'avait pas encore de nom dans la liturgie, il n'y a qu'un pas que certains esprits ont franchi en secret. Ils décrivent un trajet où le navire ne s'égare pas tant qu'il s'éloigne délibérément de toute carte, traçant, sous la pression de son propre épuisement dévotionnel, un sillon de non-appartenance à travers le warp. Les conséquences, du point de vue de l'Imperium, sont moins spectaculaires que laborieuses. Il ne s'agit pas d'une flotte rebelle, pas d'une croisade avortée, mais d'une absence modeste qu'il faut malgré tout expliquer. Les registres de sanctuaires prévus pour accueillir ces pèlerins ajustent discrètement leurs prévisions de foule et de dîmes. Des sermons improvisés comblent les vides laissés par des processions qui n'arrivent jamais, transfèrent à d'autres corps ce qui était promis à ces silhouettes manquantes. Dans les bureaux de l'administratum, les listes de pèlerins en transit subissent de petites corrections. Des groupes sont fusionnés, des numéros de convois agrégés, jusqu'à ce que la nef disparue devienne un simple résidu statistique, absorbé dans la masse des retards et des pertes non spécifiées. Pourtant, dans certains lieux reculés, la légende du pèlerin qui tourna le dos à Terra persiste comme un murmure qu'aucun décret n'a réussi à écraser entièrement. Sur des mondes où les routes stellaires sont à peine comprises, on raconte qu'il existe un sanctuaire invisible, né des pas même de ceux qui n'ont jamais atteint le centre sacré, un lieu sans coordonnées où se sont déposées toutes les prières fatiguées d'avoir été répétées. Ces récits n'apparaissent jamais dans les catéchismes approuvés. Ils circulent dans les marges des confessions, dans les graffitis des bas-temples, dans les notations honteuses de confesseurs débordés. Les rares tentatives de les cartographier, de retrouver dans les schémas de navigation la trace concrète de ce refus, se heurtent à une complication récurrente. Les routes qui s'en approchent semblent avoir été retravaillées, lissées, redessinées par des mains qui maîtrisent à la fois les mathématiques du voyage warp et l'art de faire disparaître des itinéraires non homologués. Là où l'on s'attendrait à trouver des écarts, des bifurcations, se déploient des corridors d'une rectitude presque suspecte, comme si l'espace lui-même avait été réécrit pour effacer les traces d'un mouvement qui n'allait plus vers le cœur. Il subsiste pourtant, dans certains schémas de flux warp, conservés en double par prudence ou par négligence, des anomalies géométriques, des zones où les vecteurs de translation semblent hésiter, s'écarter brièvement de leur axe avant de se réajuster. Ces infimes tremblements cartographiques, corrélés au silence vox et aux cendres administratives, suggèrent qu'il a bien existé des trajectoires touchées par quelque chose que le langage officiel se refuse à nommer. Des routes où le warp lui-même porte encore l'empreinte d'un désir humain de ne plus converger, ni vers Terra, ni vers aucun autre centre imposé. Dans la cartographie sacrée du voyage stellaire, les routes warp de l'Imperium sont présentées comme des certitudes, des corridors éprouvés que des générations de navigateurs ont gravés dans l'immatérium par la répétition rituelle de leur passage. Pourtant, sous cette apparente fixité, les trajectoires demeurent des compromis instables entre des courants psychiques changeants, des masses stellaires en translation lente et les marées de foi collective qui lient des milliards d'esprits au faisceau froid de l'astronomiquant. Chaque route n'est en réalité qu'une probabilité élevée, un sillon de tendance sculpté dans une mer agitée. Et lorsque des volontés humaines cherchent à se soustraire à l'ordre qui prescrit ces sillons, l'empreinte de leur déviation persiste, comme une torsion ténue dans la texture même du warp.
Les serviteurs du Mechanicus, qui compilent les schémas de navigation à l'échelle de secteurs entiers, connaissent ces torsions sans toujours les nommer. Dans certains relevés, une route secondaire, longtemps jugée stable, commence lentement à présenter des dérives marginales. Durée de translation rallongée de quelques pourcents, écart de sortie par rapport au point d'émergence théorique, augmentation des incidents mineurs de Geller sans cause visible. Pris isolément, ces signes relèvent de l'usure normale des corridors immatériels. Mais dans les annotations discrètes laissées par des magots plus attentifs, on devine que ces zones ont souvent en commun d'avoir servi de voie périphérique à des transports moins contrôlés, barges de pèlerins, convois de dîmes humaines, flottilles de réaffectation pénale, dont certaines unités ne sont jamais arrivées à destination. Les navigateurs qui traversent ces régions témoignent, lorsque leurs propos sont consignés, d'une modification subtile de la perception intérieure du warp. Là où les courants habituels s'alignent comme des veines lumineuses convergeant vers le phare de Terra, les routes touchées par ces anomalies se ressentent comme traversées par des contre-courants, des nappes de résistance sourdes où la lumière de l'astronomicant semble filtrée, plus lointaine, comme si quelque chose, dans la masse psychique qu'il traverse, avait cessé de répondre pleinement à son appel. Certains décrivent des filaments sombres courant parallèlement à la trajectoire, fils d'ombre qui s'enroulent brièvement autour de la nef comme pour en éprouver la détermination, avant de se dissiper dans un frémissement d'incompréhension. Les registres officiels imputent ces phénomènes à des contaminations warp locales, souvent corrélées à des époques de guerre intenses, de schismes doctrinaux ou d'hécatombes planétaires. Cependant, lorsque l'on juxtapose ces cartes avec les fragments d'archives relatifs aux disparitions inexpliquées de navires, un autre motif s'esquisse. De nombreuses anomalies surgissent dans des corridors qui ont connu, à un moment donné, un flux inhabituellement élevé de transports dont l'équipage, la cargaison ou la mission se tenaient à la lisière du dispositif impérial, contingent en disgrâce, exode toléré de populations déplacées, unités pénales entières dérivées vers des fronts oubliés. Là où ces flux se sont interrompus de manière brusque, le warp semble avoir conservé la mémoire de la tension qui les animait. Car l'immatérium ne se contente pas de répercuter les émotions et les pensées des voyageurs, il en stabilise les motifs lorsque ceux-ci se répètent avec intensité. Un convoi qui fuit sans cesse, un navire qui tente de se soustraire à chaque translation à la grille des routes homologuées, trace peu à peu une cicatrice invisible. Les courants, habitués à l'assurance des serments et des itinéraires approuvés, réagissent à ces gestes de refus comme un organisme à un corps étranger, en formant autour d'eux une zone d'irritation persistante. Longtemps après que le navire incriminé a disparu, cette zone demeure, altérant subtilement le comportement de tout vaisseau qui s'y aventure, induisant de petites déroutes, de brefs égarements de cap, comme si le warp lui-même proposait, à intervalles imprévisibles, la possibilité d'un autre chemin, déjà tenté et brisé. Des documents internes de la Navis Nobilite, rarement autorisés à quitter leur crypte, évoquent l'existence de voies grises, ainsi nommées parce qu'elles ne sont ni pleinement condamnées comme des impasses démoniaques, ni reconnues comme des routes sûres. Elles sont le résultat d'un compromis tacite. Les familles de navigateurs, conscientes de la gêne récurrente qu'elles éprouvent en les empruntant, s'efforcent de les éviter sans pour autant exiger leur fermeture officielle, de peur que la question de leur origine ne soit posée avec trop d'insistance. Sur certaines cartes, ces segments sont simplement épaissis d'un trait plus sombre, annotés d'une laconique mention de déviations fréquentes ou de risques accrus de dérive. Dans les couches plus ésotériques des archives du Mechanicus, un autre langage est utilisé. Des schémas de densité warp, obtenus par des capteurs dont l'existence même est tenue pour hérétique par certains théologiens, montrent des zones où la trame immatérielle présente des nœuds de tension corrélés à des flux de désespoir humain. En recoupant ces relevés avec les itinéraires de certains transports disparus, des magos isolés ont proposé que ces nœuds soient les traces fossilisées de tentatives de fuite collective
des endroits où l'aspiration à rompre avec l'impérium a atteint une masse critique suffisante pour déformer brièvement l'orientation naturelle des courants vers Terra. Ces hypothèses n'ont officiellement jamais quitté le stade de curiosité mathématique. Pourtant, les routes qu'elles désignent font l'objet, ultérieurement, de révisions de trafic, qui les détournent discrètement des grandes lignes de ravitaillement et des pèlerinages majeurs. Il arrive que ces voies grises soient réactivées malgré tout, sous la pression des nécessités stratégiques. Lors de campagnes où l'urgence commande de trouver des itinéraires non surveillés, certains planificateurs militaires, peu sensibles aux scrupules des navigateurs, imposent l'usage de ces anciens corridors. Les journaux de bord de telles expéditions, lorsqu'ils survivent, témoignent d'un même effet. Les convois se fragmentent, les formations se distendent, des unités se retrouvent rejetées à des points d'émergence légèrement décalés, comme si la route refusait de laisser passer un groupe compact et cherchait, par une lente désagrégation, à dissiper de nouveau dans la dispersion ce qui avait été rassemblé de force. Les conséquences les plus lourdes se font sentir lorsque ces trajectoires anomales croisent le destin de corps de troupes entiers. Un régiment qui emprunte l'une de ces routes n'en sort pas toujours comme une entité cohérente. Des compagnies se matérialisent, séparées de leurs cadres. Des officiers se retrouvent déposés sur des mondes pour lesquels ils n'avaient aucune affectation. Des contingents entiers manquent aux appels sans jamais avoir été signalés comme perdus au combat. Les statistiques de ces disparitions sont mélangées à celles des pertes ordinaires, absorbées dans la masse des chiffres. Mais la récurrence de ces lacunes autour de certaines routes warp indique une causalité plus profonde qu'un simple hasard opérationnel. Ainsi, les trajectoires touchées par le warp forment une géographie parallèle, invisible pour ceux qui ne lisent Moffat que les cartes approuvées, mais manifeste aux yeux de ceux qui traquent les discontinuités de présence humaine. Elles sont les empreintes d'un dialogue inavoué entre la volonté de fuite et la matière même de l'immatérium. Un enregistrement silencieux des moments où l'appartenance a vacillé. Et lorsqu'on suit leurs lignes jusqu'au point d'émergence, où des navires ne sont jamais arrivés, ou où ils sont sortis diminués de parts entières de leur cargaison vivante, on atteint les zones d'ombre où les registres militaires se brouillent, où les rôles d'appel se creusent de trous que de nouvelles conscriptions tentent sans cesse de combler, donnant naissance à un autre dossier de disparition que l'Imperium peine davantage à dissoudre, celui des régiments censurés et des hommes manquants. Dans les inventaires de chair et d'acier que le Munitorum appelle ordre de bataille, les régiments ne sont pas d'abord des ensembles d'hommes, mais des unités de compte, des colonnes de chiffres qui se déplacent d'un théâtre d'opération à l'autre comme des pions sur une planisphère de sang. Chaque bannière se voit assigner un numéro, un monde d'origine, un taux de renfort, un coefficient prévisionnel de perte. La mémoire officielle de la garde impériale se présente, à première vue, comme une longue arithmétique du sacrifice, où chaque disparition trouve sa place dans un pourcentage, une note marginale, une case cochée pour « détruit au combat » ou « fusionné pour renfort ». Pourtant, lorsque l'on suit patiemment certains filaments de cette trame, on découvre des ruptures que même le langage du Munitorum peine à absorber. Des régiments qui ne sont pas morts, mais déliés, des hommes qui ne sont pas tombés, mais retirés du récit. Dans les profondeurs des forteresses administratives de l'Officio Prefectus, là où sont conservés les dossiers disciplinaires des unités, l'on trouve des codifications sévères pour désigner les régiments jugés défaillants, suspicion d'hérésie, mutinerie, lâcheté face à l'ennemi. Ces cas, bien que rares au regard de l'immensité des effectifs, sont traités avec une ostentation punitrice. Les numéros de ces régiments sont marqués, leurs faits consignés comme avertissement. Mais à côté de cette galerie officielle de fautes exemplaires, il existe une autre catégorie, moins visible et plus insistante, celle des unités dont la mention s'interrompt sans explication, remplacées dans les tableaux par des traits muets, par des notes génériques de reclassification, par des renvois vers des archives qui, lorsqu'on les consulte, se révèlent vides ou scellées. Ces régiments apparaissent d'abord comme tous les autres. On peut suivre leur levée sur un monde donné, voir leurs premières attributions de matériel, leurs embarquements sur des nefs de transport, leurs engagements initiaux sur des fronts obscurs. Puis survient un moment où la trace se trouble.
les rapports de campagne les mentionnent de moins en moins, ou les rassemblent de manière imprécise dans des formules collectives. Les listes de pertes ne détaillent plus leurs compagnies. Leurs demandes logistiques sont absorbées dans celles d'unités voisines. Enfin, un ordre de bataille ultérieur les omet tout simplement, sans qu'aucune mention de dissolution, de destruction ou de fusion ne soit formellement enregistrée. À leur place, quelque temps plus tard, apparaissent de nouveaux régiments levés sur les mêmes mondes, portant des numéros qui reprennent la séquence comme si rien n'avait été interrompu. Dans certains cas, des recoupements avec les schémas de route Warp révèlent que ces disparitions coïncident avec l'usage de corridors anomaux, de ces voies grises que les navigateurs évitent à demi consciemment. Des convois entiers de troupes, dissous avant même d'avoir atteint un champ de bataille, ne laissent derrière eux que des indices disséminés. Un manifeste de cargaison dont la rubrique « Destination » a été rayée et remplacée par un code de redirection inquisitorial. Une note de l'Adeptus Arbitz mentionnant la nécessité d'encadrement renforcé lors de l'embarquement. Une pétition de gouverneurs demandant la restitution de cadres vétérans qui ne reviendront jamais. La coïncidence de tels éléments avec les anomalies de communication et les cendres administratives suggère que certains régiments n'ont pas seulement été perdus, mais soustraits. La censure qui les frappe ne se limite pas aux registres militaires. Dans les archives des mondes d'origine, les traces de leur existence sont tout aussi incertaines. Des monuments aux morts portent des inscriptions incomplètes. Les bannières de certaines garnisons présentent des vides dans la succession des honneurs de levée. Des registres civils mentionnent des vagues de conscription dont les résultats ne correspondent plus aux chiffres conservés par le Munitorum. Parfois, les générations suivantes parlent d'un régiment dont le nom n'est plus prononcé qu'à demi, comme si celui-ci avait attiré sur sa lignée une forme de malheur structurel. Officiellement, ces silences sont attribués aux imperfections inévitables de la tenue des archives dans un empire aussi vaste. Mais la répétition du motif et sa fréquence accrue autour de certaines périodes d'agitation sectorielle lui confèrent une densité que le hasard seul ne suffit pas à expliquer. Il n'est pas possible, dans la plupart des cas, de déterminer si ces régiments ont cherché eux-mêmes à fuir la nasse impériale ou s'ils ont été engloutis par des forces qui les dépassaient. Quelques dépositions fragmentaires, arrachées à des vétérans dispersés dans d'autres unités, évoquent cependant des signes précurseurs, des ordres contradictoires, des affectations vers des fronts inexistants, des détours répétés par des zones de transit où nul ennemi n'était officiellement signalé. À mesure que s'accumulaient ces anomalies, la certitude de servir un dessein lisible se fissurait. Les hommes commençaient à douter non de la légitimité lointaine de l'empereur, mais de la cohérence immédiate des autorités qui les dirigeaient. Cette fatigue de sens, diffuse, ne trouve pas sa place dans les catégories disciplinaires. Elle se traduit pourtant par un relâchement des serments qui fait de ces régiments un terrain propice à ce que les autorités supérieures qualifient, avec une sobriété glacée, de réaffectation totale et non communiquée. La mécanique de cette réaffectation demeure en grande partie cachée. Dans les rares dossiers où l'on aperçoit son contour, elle prend la forme d'ordres scellés, émanant de degrés d'autorité qui échappent au Munitorum lui-même. Un convoi de transporteurs est détourné de sa route initiale avec des justifications vagues de menaces émergentes. Des commissaires nouvellement attachés au régiment reçoivent des consignes de silence absolu sur la destination. Les communications sont restreintes, les rites de correspondance avec les mondes d'origine suspendus. Puis plus rien. Aucun rapport de campagne, aucune liste de pertes, aucun retour de vétérans. Le régiment cesse d'exister en tant qu'unité définie. Ces éléments, quand ils survivent, étant dissous dans des formations pénales, des garnisons lointaines, des contingents auxiliaires dont la mémoire est par nature fragmentaire. Cette dispersion méthodique ne vise pas seulement à punir, elle cherche à effacer la possibilité même d'un récit alternatif, d'une histoire racontée de l'intérieur. Un régiment qui aurait tenté, même de manière embryonnaire, de se soustraire à son rôle dans la vaste mécanique impériale, ne doit pas seulement disparaître physiquement, il doit être empêché de devenir un mythe, une référence, un précédent.
La censure des registres, la réécriture des monuments, la dilution des survivants concourent à ce but. Ce qui demeure, pour les archivistes qui croisent malgré eux ces ombres, ce sont des séquences de numéros manquants, des lacunes dans les chronologies martiales, des notes de bas de page renvoyant à des liasses de documents détruits par le feu ou par l'ordonnance. À la périphérie de ces absences, certains indices matériels persistent pourtant, comme des objets échappés au processus d'effacement, des cachets de cire brisés portant encore l'effigie d'unités inexistantes, retrouvés au fond de coffres de forteresses oubliées, des fragments de journaux de bord de transport ayant embarqué ces troupes, ou des lignes interrompues désignent un départ qui n'a jamais été confirmé. Dans un cas souvent cité à voix basse parmi les scribes, un ensemble de registres de garnison mentionne à des années d'intervalle des préparatifs répétés pour l'arrivée d'un même régiment, annoncés, différés, réaffirmés, mais jamais suivis de la moindre attestation de débarquement. Comme si, quelque part entre la levée et le front, l'ensemble de ces hommes et de leurs insignes avait été retenu dans un entre-deux que les textes ne savent pas nommer. Ce genre de traces conduit inévitablement le regard vers un autre type d'ombre, plus concrète encore, celle des vaisseaux affectés au transport de ces régiments censurés. Car pour qu'une unité puisse être soustraite ainsi, il faut qu'un support matériel ait servi de cadre à sa disparition. Dans les faisceaux croisés des registres portuaires, des manifestes de cargaison et des rapports de trafic, surgit alors la silhouette obstinée d'une nef particulière, dont le nom n'apparaît plus que par fragments et dont le destin semble avoir été figé au moment même où tant d'hommes s'apprêtaient à quitter le sol. Un vaisseau répertorié comme prêt à rompre ses amarres, mais dont les sceaux d'amarrage, selon certaines notations marginales, n'auraient jamais été officiellement levés. Dans la superposition confuse des registres portuaires, des manifestes de cargaison et des listes de déploiement, la nef que certains désignent comme celle qui ne rompit jamais le sceau d'amarrage n'apparaît d'abord que comme une divergence mineure. Son nom de baptême se retrouve tronqué, altéré par des siècles de recopiage, parfois transport de classe masse-convoyeur, parfois frégate lourde de type auxiliaire, parfois simple numéro greffé à un quai orbital. Pourtant, à chaque résurgence, une même constante demeure, elle est signalée comme chargée de contingents humains en partance pour des zones de guerre extérieures, déclarées opérationnelles, bénies pour la translation, notées comme sorties dans les livres du Munitorum, tandis que les relevés techniques du doc indiquent, avec une obstination glacée, que ces sceaux d'amarrage n'ont jamais été officiellement levés. Le quai auquel elle était arrimée, au-dessus d'un mont de ruche dont le nom se déforme lui aussi au fil des sources, relevait de ces structures semi-permanentes auxquelles l'Imperium confie le transit de régiments entiers. Massifs anneaux de métal coiffant la haute atmosphère, saturés de gaz de purge, de givre recyclé et d'échos de manœuvres, ces docks sont soumis à une liturgie de contrôle si rigide que chaque rupture de saut, chaque micro-variation de pression, chaque vibration de coque est enregistrée, horodatée, certifiée par les binarités d'un demi-millier d'esprits-machines. Or, les relevés de ce quai particulier montrent une continuité presque anormale. Les sceaux fixant la nef à son berceau demeurent intacts sur des périodes durant lesquelles plusieurs départs successifs sont pourtant entérinés dans les grands livres. Depuis le point de vue de l'administratum, le navire part et revient, affecté à divers théâtres, transportant tour à tour des renforts, des pénitents, des stocks de matériel. Les listes le voient chargé, les ordres de mission le mentionnent comme en transit. Des prévisions de pertes humaines lui attribuent des contingents qu'il est censé acheminer. Mais dans les cryptes du Mechanicus liés au dock, les journaux de maintenance disent autre chose. Bilan énergétique stable, absence d'activation significative des moteurs Warp, stress structurel inchangé sur les attaches principales. Une nef consignée comme mobile dans le langage de la guerre, mais physiquement figée dans celui de la matière. Les premières tentatives de conciliation de ces deux régimes de vérité prennent la forme de corrections marginales. Un tech adepte note une asynchronie de registres,
et propose une harmonisation ultérieure. Puis viennent des ordres de classement restreints, des révisions imposant que certains journaux ne soient plus consultables qu'avec des autorisations croisées de l'Inquisition et du Munitorum. À mesure que ces couches de secrets s'accumulent, le vaisseau cesse d'être un simple support de transport pour devenir un volume d'ombre logé au cœur du dispositif orbital, officiellement en mouvement, officieusement stationnaire, mais toujours disponible pour accueillir ce que l'Imperium ne souhaite plus voir circuler dans ses flux visibles. Les rares inspections internes dont des fragments ont survécu témoignent d'une configuration qui ne correspond plus tout à fait à celle d'un transport ordinaire. Les cales, initialement prévues pour une rotation rapide de troupes et de matériel, semblent avoir été progressivement aménagées en espaces de rétention prolongés. Cloisons ajoutées, compartiments subdivisés, anciennes zones de stockage converties en dortoirs d'alignement précaire. Des graffitis superposés sur les parois indiquent, par des couches d'écriture étouffées, le passage de régiments sans lien apparent, noms de mondes distants, insignes de compagnies disparates, fragments de devises dont les lettres se chevauchent. Comme si, au fil des décennies, des flux successifs d'hommes avaient été embarqués là, non pour être projetés vers un front défini, mais pour être maintenus dans une attente indéterminée. Les systèmes de survie de la nef fournissent d'autres indices. Les relevés de consommation d'air, d'eau, de rations nutritives laissent entrevoir des pics d'occupation soudains, suivis non de cycles de vidange et de réapprovisionnement typiques d'un voyage achevé, mais de lente décroissance, comme si la population à bord diminuait sans déplacement détecté du vaisseau lui-même. Les équivalences de masse, calculées à partir des apports et des extractions, ne concordent pas. Ce qui entre ne ressort pas intégralement par les sas d'embarquement, ni par des transferts formels vers d'autres unités. Une part des corps semble se dissoudre dans le volume clos de la nef, absorbé sans trajectoire extérieure identifiable. Il est fait mention, dans un rapport technique sévèrement censuré, d'une inspection des conduits inférieurs au cours de laquelle des équipes de serviteurs ont découvert, derrière des panneaux scellés, des alignements d'alcôves improvisés, des restes d'effets personnels, des reliquaires de fortune tournés non vers la proue, comme c'est l'usage pour signifier l'espérance de translation, mais vers les parois mêmes du dock, comme si la gravité symbolique s'était inversée. Aucune référence n'est faite à des cadavres, à des charniers, à des exécutions. Pourtant, la simple liste des objets relevés, plaques désactivées, fragments de bannières sans numéro visible, tablettes de données dont le contenu a été systématiquement effacé, suggère une activité humaine intense, soustraite à toute planification officielle. Sur le plan Vox, le navire produit un autre type d'anomalie. Les relevés d'émissions internes, normalement limités aux échanges de services et aux litanies de machines, présentent des zones de saturation de bruit blanc, non corrélées aux opérations techniques. À certaines périodes, des capteurs relèvent des séquences répétitives, trop structurées pour être de simples interférences, mais dépourvues de codes d'identification. Ces motifs sont classés comme parasites locaux et exclus des analyses stratégiques, mais, mis en relation avec les silences noirs décrits ailleurs, ils prennent l'aspect d'un langage comprimé, d'une tentative muette de dire une situation qui n'a pas été conçue pour être exprimée dans les cadres du Munitorum. Avec le temps, la nef perd même la dignité ambiguë de son identité d'origine. Les registres de trafic cessent d'employer son nom, lui substituant des désignations purement fonctionnelles, puis de simples numéros de quai. Dans la documentation de maintenance, elle devient structure associée, intégrée au schéma statique du dock comme une extension de métal et de conduit. Sa silhouette se confond, dans les pictes de surveillance, avec la masse enténébrée de l'infrastructure, au point que seuls des yeux entraînés distinguent encore les lignes de coque sous les excroissances de passerelles et de câbles. Pourtant, à intervalles irréguliers, les registres de conscription de certains mondes continuent de la mentionner comme destination d'embarquement. Des régiments en disgrâce, des contingents pénaux, des groupes de réaffectation totale y sont dirigés, comme si l'appareil administratif refusait de renoncer à la fiction de son mouvement. Les hommes montent à bord en cérémonies abrégées,
parfois sans les rites complets d'envoi au combat, et, au-delà de ce seuil, leurs traces se dissolvent. Aucun autre vaisseau ne les reprend, aucune liste de débarquement ne les réclame. La nef, sans rompre ses sceaux, joue le rôle de passage, non pas entre un monde et un autre, mais entre la comptabilité du visible et l'oubli méthodique de ce qui a cessé d'être utile. Ainsi, le vaisseau qui ne rompit jamais le sceau d'amarrage incarne une forme inversée de fuite. Non l'arrachement à l'impérium par le mouvement, mais l'ensevelissement en son sein par la station immobile. Ceux qui y pénètrent ne quittent pas l'Empire. Ils en deviennent une strate supplémentaire, confinée entre la coque et le vide, soumise à des serments dont nul front ne viendra jamais exiger le prix. À la surface du monde ruche, en contrebas, les zones d'embarquement se couvrent de poussière. Les marques peintes guidant jadis les colonnes de conscrits s'effacent lentement, tandis que d'autres cohortes, levées pour d'autres guerres, prêtent des vœux qui, eux aussi, pourront être déliés avant d'avoir rencontré l'ennemi, non dans la désertion ouverte, mais dans une forme plus insidieuse de rupture, celle des serments défaits dans les plaines de cendres, où l'on attend un départ qui ne vient jamais. Dans la nomenclature sèche du Munitorum, les zones de poussière ne désignent d'abord que des marges géographiques, plaines d'anciens théâtres d'opérations vitrifiés, franges de mondes ruches mordues par l'érosion chimique, étendues de terres stérilisées par le passage de macrochenilles extractives. Pourtant, à mesure que s'y agrègent des camps de transit, des aires d'embarquement désaffectées, des dépôts de matériel relégués, ces étendues deviennent aussi des marges rituelles, des lieux où les serments militaires se nouent et plus rarement se défont. La poussière qui y circule n'est pas seulement un mélange de silicates brisés et de cendres industrielles. Elle charrie des microparticules d'ossements, de papier sanctifié, de fibres de bannières, d'encre d'engagement oxydée, autant de fragments physiques d'engagement autrefois prononcés. Sous la lumière crue des lunes artificielles et des projecteurs d'air de rassemblement, les cohortes de conscrits y sont alignées. Les chapelains récitent les formules de dévotion, les commissaires enregistrent les idents-codes, et dans ce ballet codifié, chaque voix ajoute un fil au tissu serré des obligations envers l'empereur. Dans un monde ruche cerné de déserts toxiques, les plaines de cendres qui entourent les spires sont striées de traces de chenilles et de couloirs d'embarquement, marqués d'anciens pictogrammes à demi effacés. Là, des générations de régiments ont prêté serment avant de disparaître dans la soute de transport stellaire. On y trouve encore, à la surface, des plaques de serment à demi enfouies, des fragments de chapelets brisés, des seaux d'ospex égarés, recouverts d'une fine pellicule grisâtre dont l'analyse révélerait, si elle était pratiquée, une stratification de campagnes successives. Résidus de carburant béni, dépôts de sang séché et pulvérisé, poussière de vélin liturgique. À chaque levée, de nouveaux serments sont ajoutés à cette couche, puis emportés vers le vide, mais tous ne quittent pas ces zones liminaires. Car les zones de poussière servent aussi de tamis. C'est là que se concentrent, avant tri, les flux humains issus des rafles, des conscriptions d'urgence, des réaffectations pénales. À l'écart des couloirs officiels d'embarquement, des alignements de tentes de toiles alvéolées, de baraquements de plastique, de préfabriqués métalliques, accueillent des masses indifférenciées de recrues en attente de classification. Les rites du serment y sont parfois accomplis par avance, dans la précipitation d'une campagne annoncée. Les idents-codes sont tatoués, les registres signés, les bannières présentées. Puis survient un changement d'ordre, une révision de quotas, un reroutage de transport. Des cohortes entières se retrouvent alors sans affectation immédiate, leurs vœux pendant comme des équations sans second membre. Dans ces interstices temporels, la machine impériale manifeste un trait rarement consigné dans ses catéchismes. La capacité d'annuler, non les serments eux-mêmes dans leurs prétentions métaphysiques, mais la reconnaissance officielle de ces engagements. Un décret peut requalifier une levée en réserve provisoire, une autre l'assigner à des travaux de fortification, une troisième, venue de plus haut, en ordonner la réintégration dans les flux correctionnels. Le même individu, qui un jour auparavant se tenait dans une assemblée où il jurait de mourir pour une bannière numérotée,
se voit alors attribuer un nouveau bracelet d'identification, portant un code pénal, un statut de main-d'œuvre mobilisée, plutôt que de soldat. Le serment précédent n'est pas renié à haute voix. Il est simplement relégué dans une zone d'ombre administrative où aucun registre opérationnel ne viendra plus le réclamer. Les processions liturgiques suivent ces torsions avec un retard révélateur. Les prêtres de garnison, informés tardivement des requalifications, continuent parfois de comptabiliser ces hommes dans leur litanie pour les armées en campagne, jusqu'à ce qu'une directive les enjoigne de corriger leur liste d'intentions. Dans les missels d'unité, des feuillets entiers sont ainsi biffés, remplacés par des prières plus générales pour ceux dont le service est connu de lui seul. La poussière des zones de rassemblement reçoit alors la charge d'absorber ces serments sans champ de bataille, ces promesses de loyauté qui n'auront d'autre horizon que les mirages des déserts périphériques, les couloirs sans embarquement, les chantiers de fortification qui s'enlisent dans des campagnes jamais officiellement déclarées. Cette dissolution des engagements n'est pas toujours le produit d'un simple hasard logistique. Dans certains dossiers de gouverneurs planétaires, conservés à demi dans des coffres scellés, apparaissent des correspondances avec le Munitorum où il est question, en termes prudents, de saturation des capacités de loyauté locale. Des secteurs ayant fourni, sur plusieurs générations, un nombre anormalement élevé de régiments, voient leur tissu social se tendre au-delà d'un seuil jugé acceptable. La solution préconisée ne consiste pas à lever moins d'hommes, mais à modifier la nature de leurs serments. Certains contingents sont orientés vers des travaux civils sous discipline militaire, d'autres vers des unités pénales, où le serment guerrier se trouve recouvert par un vœu de rédemption. D'autres enfin vers des affectations dont la trace se perd entre les camps de poussière et des structures plus obscures. Là où l'excès de fidélité pourrait, paradoxalement, engendrer des formes de lassitude dangereuses, l'on préfère défaire en silence les liens explicites, pour les reconfigurer sous des formes moins susceptibles de produire des récits transmissibles. Sur le terrain, cette opération de annulation douce laisse des empreintes physiques ténues. Dans certains camps, les autels de serment arborent des marques de burin où d'anciens noms de régiments ont été grattés, remplacés par des identifiants plus génériques. Des pieux de bannières demeurent plantés sans étendard, leur base entourée de cercles de poussière où aucune parade ne se forme plus. Les registres de camp présentent des colonnes de signatures surmontées d'une annotation tardive déclarant l'ensemble redirigé sans autre précision. Ceux qui vivent ce glissement sentent leur statut changer, leurs adresses de prière devenir plus vagues, mais peu disposent des instruments conceptuels pour nommer ce qui leur est retiré, la possibilité d'inscrire leur obéissance dans une histoire claire. Certains tentent, malgré tout, de fixer leur engagement hors des cadres mouvants qui les enveloppent. Des plaques de métal gravées à la main, des morceaux de céramite rayés de noms d'escouades, des reliquaires improvisés enterrés au pied de bornes d'alignement témoignent de ces efforts pour ancrer un serment dans un point du sol plutôt que dans des registres susceptibles d'être réécrits. Des décennies plus tard, lorsque le vent des voiles s'écache, les caractères sont souvent à demi effacés, les noms incomplets, les désignations de régiments discordantes avec les catalogues officiels. Ces artefacts sont alors collectés par des patrouilles de l'Adeptus Arbite ou par des équipes de serviteurs classés comme objets de dévotion de provenance indéterminée, parfois détruits, parfois transmis à des autorités dont la compétence déborde le seul domaine disciplinaire. Car, à la lisière de ces zones de poussière où les serments se diluent, une autre instance commence à s'intéresser aux traces de ceux qui ont été, délibérément ou non, retirés du flux visible des engagements, là où les registres montrent des cohortes entières dont les vœux ont été noués, puis déliés sans transfert clair, là où les autels portent des stigmates de grattage systématique, là où des objets votifs anonymes s'accumulent en dehors de tout culte reconnu, les agents d'une autorité plus discrète que le Munitorum ou le Ministorum laissent parfois, au bas des rapports, des signes minuscules, un sceau partiellement pressé, une initiale cryptée ou une annotation en marge qui ne vise pas à corriger, mais à signaler que ce vide a été vu, noté, conservé. Ces marginalia, lorsqu'on les suit à travers d'autres dossiers, d'autres mondes, d'autres siècles, tracent la silhouette d'une vigilance qui reconnaît dans les serments déliés
non seulement une anomalie statistique, mais la première étape d'une métamorphose plus inquiétante encore, celle des existences que l'on s'emploie à faire glisser du statut de sujets imparfaits à celui plus commode d'inexistant. Dans les cryptes silencieuses où l'Inquisition entretient ses propres archives, distinctes et pourtant intimement enchevêtrées avec celles de l'administratum, la vérité ne se présente pas comme un texte continu, mais comme une constellation de remarques en marge. Les rouleaux de data papier, les tablettes gravées, les cristaux mémétiques y portent rarement un sceau inquisitorial en pleine page. Plus souvent, l'empreinte de l'ordo se lit dans une infime annotation, un glyphe comprimé entre deux colonnes de chiffres, une initiale codée qui effleure un nom rayé, ou un total soigneusement rectifié. Ces marginalia, multipliés sur des siècles, forment une écriture seconde, discrète et tenace, qui suit à la trace non pas ce que l'impérium déclare, mais ce qu'il cherche à enfouir. Là où l'administratum travaille à lisser les anomalies, à combler les vides dans les décomptes, l'Inquisition s'emploie à en conserver la forme. Lorsque des registres de conscription sont harmonisés, lorsque des journaux de trafic sont purifiés, des mains que nul scribe ordinaire ne voit apposent des signes dans les espaces résiduels. Un renvoi vers un dossier scellé, une abréviation obscure indiquant qu'un manque n'est pas seulement toléré, mais surveillé. Ainsi se constitue, au fil des campagnes, une carte invisible des absences, un tracé de failles que seuls des lecteurs initiés savent reconnaître. Au cœur de cette cartographie négative se trouve une notion que le langage public n'emploie jamais, celle de inexistant. Le terme n'apparaît pas en toutes lettres. Il se devine dans des codes récurrents, dans des expressions de substitution comme sujet retiré du cycle déclaratif ou vecteur humain en révision permanente. Sous ces formules, il ne s'agit pas de morts, ni même de disparus au sens militaire, mais d'êtres dont la place dans l'ordre impérial a été méthodiquement dissoute, jusqu'à faire d'eux des entités sans dossier, sans généalogie, sans destination officiellement avouée. Un exemple souvent cité, mais jamais dans les mêmes termes, est celui d'un audit sectoriel dont le rapport, conservé en fragments, concerne un ensemble de mondes ruches chroniquement instables. Les registres locaux y montrent des fluctuations anormales des populations déclarées, des vagues de conscription suivies de baisses démographiques insuffisamment justifiées par les pertes au combat, des écarts répétés entre les listes de pèlerins partis et les listes de survivants revenus. En marge de ces colonnes, une série de minuscules glyphes inquisitoriaux répètent, à intervalles réguliers, un même marquage, référence croisée à un codex scellé, indexé non pas sous le nom d'un individu ou d'un monde, mais sous un symbole indiquant concentration significative d'inexistants. Ces codex, auxquels seuls quelques membres des ordos ont accès, ne reconstituent pas les biographies perdues. Ils s'attachent plutôt aux motifs de disparition, aux convergences d'itinéraires effacés, aux recoupements entre cendres administratives, silence vox et torsion de route warp. L'individu qui s'y trouve mentionné ne l'est jamais comme personne entière, mais comme point de données relié à d'autres, un ident-code rayé dans une liste, un passage par un doc dont les sceaux ne furent pas rompus, une affectation pénale sans retour connu. L'Inquisition ne cherche pas à restituer l'être, elle examine le couloir par lequel il a glissé hors du champ. Pour mener ce travail, l'Ordo ne déploie pas seulement des agents visibles, mais aussi une classe de scribes anonymes, disséminés au sein même de l'administratum, des munitorum, des archives du Mechanicus. Leurs commentaires se distinguent par une écriture à peine différente, par l'usage de certains schémas de renvoi, par la répétition de signes, qui, pour un œil non formé, ne sont que des accidents de plume. Collectivement, ces insertions dessinent la présence d'une attention insistante, portée aux chiffres manquants, aux noms qui cessent de reparaître, aux serments déliés sans raison claire. À mesure que l'accumulation de ces notations révèle des zones de densité anormale, l'Inquisition réagit non par la publicité d'un procès exemplaire, mais par un resserrement discret des mailles.
Des enquêtes doctrinales sont ouvertes sur les sanctuaires, où trop de pèlerins semblent s'être effacés du récit. Des audits de loyauté frappent les mondes qui présentent un excès de conscription, sans retour nominal. Des révisions de route warp sont recommandées avec des arguments techniques, dissimulant la crainte que certaines trajectoires ne deviennent des rivières souterraines de fuite spirituelle ou matérielle. Avec les siècles, une ironie se dessine. Les documents principaux, objets d'innombrables révisions, finissent parfois par disparaître, consumés dans quelques purges ou réorganisations. Les marges, elles, subsistent, copiées mécaniquement, transmises sans être toujours comprises, survivant comme des échos de décisions anciennes, des annotations qui, un jour, désignaient un regroupement précis d'inexistants, se retrouvent ainsi, orphelines de leur contexte, suspendues au-dessus de colonnes de chiffres sans rapport. Pour les lecteurs ultérieurs, elles deviennent des indices muets, autant de glyphes sibyllins laissant deviner qu'il y eut là, autrefois, quelque chose qui avait exigé une attention exceptionnelle. Dans les profondeurs des ruches, ces traces détachées de leur cause glissent peu à peu hors de la sphère strictement administrative pour nourrir d'autres formes de mémoire. Des rumeurs se cristallisent autour de registres partiellement grattés, de sceaux inquisitoriaux aperçus un instant, puis retirés, d'interrogatoires menés sans explication apparente. Les populations qui vivent à la lisière de ces procédures, sans en saisir la portée, tissent des récits pour combler le vide. Histoires de gens emportés des listes, de noms qui blessent la bouche lorsqu'on les prononce, de familles dont les arbres généalogiques présentent des branches brusquement sectionnées. Ainsi, les marginalia de l'Inquisition, conçus comme des outils de contrôle et de veille, deviennent involontairement le germe de mythes plus diffus. Les inexistants, d'abord catégorie technique, passent dans le langage des bas niveaux comme figures de peur ou de fascination. Non plus seulement ceux qui ont été retirés des archives, mais ceux qui, ayant franchi la limite au-delà de laquelle l'Inquisition elle-même se contente de noter sans agir, semblent avoir atteint un mode d'absence différent, étranger, peut-être envié. De ces figures, l'histoire officielle ne dit rien. Mais dans les profondeurs enfumées des monts de ruches, d'autres chroniques commencent, où leurs souvenirs altérés circulent sous forme de contes sur les non-retournés, alimentés par les franges mêmes de ces signes inquisitoriaux que presque plus personne ne sait lire. Dans les monts de ruches, où les niveaux inférieurs vivent sous une pluie permanente de poussière organique et de suie industrielle, la mémoire ne survit pas uniquement dans les registres et les pictes, mais dans des récits qui s'accrochent aux parois comme des moisissures lumineuses. Les habitants des profondeurs n'ont guère accès aux chiffres et aux marges inquisitoriales. Ils connaissent pourtant, d'une autre façon, la réalité de ceux qui sont partis sans revenir. Là où les colonnes de données se taisent, les histoires se densifient, recyclées de bouche en bouche, jusqu'à former un ensemble de mythes que l'on regroupe, faute de mieux, sous le nom des noms retournés. Dans les dortoirs saturés d'exhalations acides, les vieux racontent que certains convois de conscrits ne montent pas vers les nefs, mais disparaissent dans des ascenseurs qui ne reviennent jamais, avalés par des niveaux dont nul plan n'atteste l'existence. On dit que ceux qui empruntent ces cages ne meurent pas tout à fait, mais se délitent en silhouettes translucides, condamnés à errer entre les parois, à suivre les colonnes montantes de chaleur comme des insectes autour des conduits. Les enfants apprennent des comptines où des noms tronqués, dérivés de régiments censurés, servent de refrain pour conjurer la malchance de l'enrôlement, et il n'est pas rare que ces syllabes déformées reproduisent, à leur insu, des désignations effacées depuis longtemps des archives officielles. Plus haut dans la ruche, dans les nefs de culte et les chapelles encombrées de suie, la liturgie autorisée tente d'envelopper ces récits dans un cadre doctrinal plus sûr. Les non-retournés y deviennent des exemples de zèle extrême, des pèlerins qui auraient choisi de poursuivre leur service dans des campagnes invisibles, au-delà du regard des simples mortels. Des statues sans visage, parfois, sont consacrées à ces armées supposées, silhouettes anonymes noyées sous des couches de cire votive. Pourtant,
Même dans ces espaces contrôlés, des détails glissent. Une bannière sans chiffre. Un ex-voto portant un nom qui ne correspond à aucune généalogie enregistrée. Une prière murmurée pour ceux qui ont été oubliés 2 fois. Les niveaux moyens, où se croisent les flux de main-d'œuvre et de marchandises, voient naître d'autres formes de mémoire. Sur des parois que l'on repeint sans cesse, des silhouettes schématiques réapparaissent obstinément, tracées à la suie ou gravées au couteau. Lignes de corps en marche s'effaçant vers un point noir, silhouettes en uniforme dont les visages ont été remplacés par des vides cerclés. Des bandes de travailleurs, à la veille d'une rafle annoncée, ajoutent parfois à ces fresques des listes de surnoms, de marques de clans, de chiffres épars, comme si l'inscription sur ce support fragile pouvait offrir une alternative à l'engloutissement silencieux dans les registres de conscription. Dans les strates les plus basses, proches des fosses de déchets et des réacteurs de fortune, les mythes prennent une coloration plus sombre encore. Les non-retournés y sont perçus comme une population parallèle, tapis juste derrière la réalité visible. On raconte qu'ils habitent les zones interdites des docks orbitaux, les conduits condamnés, les sections de ruches murées après des effondrements. Certains jurent avoir vu, dans le reflet huileux des bassins de récupération, des cortèges d'ombres marchant à contre-courant de la foule, portant des bannières sans symbole, leurs pas ne soulevant aucune poussière. Dans ces récits, la fuite hors de l'impérium n'est plus une transgression, mais une trajectoire inachevée, figée dans un présent stagnant qui borde chaque couloir. Pourtant, sous cette couche homogénéisante, des noyaux plus denses persistent. Certains clans de bas niveau conservent, dans des boîtes de métal enfouies au fond de caches familiales, des fragments de registres, des plaques d'identification trouées, des éclats de cogitateurs gravés de chiffres illisibles. Ces objets, trop discrets pour attirer l'attention des autorités, servent de support à des rites privés où l'on murmure des prières qui ne figurent dans aucun missel. Là, la figure des non-retournés se renverse. Ils ne sont plus seulement ceux qui manquent, mais ceux qui, en ayant échappé à la capture totale par les archives, tracent la possibilité d'une mémoire qui ne dépend ni des chiffres ni des marges inquisitoriales, mais d'autres supports plus frêles, où le souvenir circule sous forme de signes fragmentaires qui frôlent parfois le langage des machines. Dans les recoins les plus bas des forges et des stations orbitales, là où la lumière des lumen strips se mêle au vacillement bleu des écrans de contrôle, certaines prières ne sont plus adressées en mots compréhensibles. Elles circulent sous la forme de suites de chiffres erratiques, de trames binaires sans fonction apparente, de signaux parasites glissés entre 2 impulsions de données. Les adeptes qui les composent ne les nomment pas toujours prières. Pourtant, dans leur façon de les écrire, de les dissimuler, de les relancer à intervalles réguliers, on reconnaît la même obstination que dans les litanies récitées devant un autel de métal. Les plus anciens technoprêtres savent que le scrap code est un territoire dangereux, un langage de rebut où se mêlent terreur de transmission, interférence du warp et écho de pensées humaines mal contenues. Officiellement, il doit être traqué, filtré, purifié dans les incinérateurs de données. Mais au fil des siècles, des mains anonymes ont appris à y tailler de minuscules niches, des abris d'algorithmes déviants où déposer ce qui ne peut plus être conservé à ciel ouvert. Des noms effacés des registres, des idencodes révoqués, des trames de vox condamnées au silence. Chaque fragment est compressé, chiffré, brisé en segments si petits qu'aucun audit ne les reconnaît comme porteurs de sens. Sur certains vaisseaux, surtout ceux qui ont servi de cadre à des disparitions non avouées, ces pratiques prennent un caractère presque systématique. Quand un membre d'équipage cesse d'exister pour les registres, réaffectation non spécifiée, disparition lors d'un transit non reconnu, effacement disciplinaire, un technicien de machine, un auspexiste, parfois un simple opérateur de Vox, prélève ce qui subsiste de son signal, une vieille fréquence biométrique, un code de badge, un fragment de message interne. Assemblés avec une patience méthodique, ces éléments forment une séquence de scrap code insérée dans les couches basses d'un programme de maintenance, dans le bruit de fond d'un auspex,
dans les routines de test d'un système de verrouillage. Ainsi naissent des processions fantômes de données qui parcourent en boucle les entrailles électroniques des vaisseaux, des stations, des forges-mondes. Elles ne déclenchent aucune fonction visible, ne modifient pas les équilibres énergétiques, n'altèrent pas les trajectoires. Elles se contentent de persister, de se réactiver à chaque cycle, comme une respiration discrète de la mémoire. Certains esprits de machines, habitués à ces excroissances, les intègrent dans leur schéma d'acceptation. D'autres les signalent comme erreurs bénignes, générant un bruit de fond récurrent que les technoprêtres apprennent à ignorer. Derrière ces fautes tolérées se cache cependant une intention précise, empêcher que la disparition administrative devienne un silence absolu. Dans les ateliers de bas niveau, on raconte que ces séquences peuvent parfois répondre. Un affichage de contrôle s'illumine sans cause repérable, révélant une série de chiffres qui, traduits par un œil averti, recomposent un ident oublié. Un auspex de soute, lors d'un test de routine, renvoie brièvement la silhouette thermique d'un homme mort depuis des années avant de se recalibrer. Les adeptes les plus superstitieux y voient la preuve que les prières en scrap code parviennent à attirer l'attention des esprits machines, à leur imposer la persistance de ceux que les archives ont reniés. D'autres, plus prudents, se contentent de noter ces phénomènes dans des registres de maintenance jamais transmis, comme si l'acte d'écriture suffisait à leur donner un poids. Dans les data shrines plus élevés, certains magos tolèrent ces pratiques tant qu'elles ne perturbent pas les flux majeurs. Ils y lisent une manière de canaliser, dans des formes techniques, l'instinct humain du deuil. D'autres y perçoivent une possible contamination doctrinale, un glissement de loyauté depuis les structures officielles vers une constellation de mémoriaux privés. Des conventions tacites s'établissent, ce qui reste confiné dans les couches basses des systèmes, ce qui ne se signale que par de légères anomalies de charge ou de temps de réponse, peut survivre. Ce qui commence à résonner, à s'agréger, à produire des motifs plus vastes, doit être purgé. Car il arrive que ces prières fragmentaires, multipliées sur des siècles, se mettent à former des ensembles inattendus. Des séquences issues de vaisseaux différents, de mondes éloignés, se retrouvent mêlées dans un même noyau de calcul, recomposant par coïncidence apparente des séries de coordonnées, des successions de vecteurs, des schémas de trajectoires. Les technoprêtres qui découvrent de telles convergences hésitent sur l'interprétation, simple résultat statistique d'un empire saturé de chiffres ou trace d'une logique plus souterraine, où les mémoires dispersées des disparus chercheraient, à travers le langage des machines, une forme de rassemblement que les routes officielles leur ont refusé. Lorsque ces structures émergent, les plus prudents les figent dans des blocs de données isolés, marqués comme dangereux, confiés à des cryptes où ils rejoignent d'autres anomalies. Les plus audacieux les suivent des yeux, notant les points de l'espace qu'elles semblent désigner, les couloirs de translation qu'elles effleurent. Ainsi, sans le vouloir pleinement, les prières en scrap code tracent parfois les premières esquisses d'une autre géographie, celle de chemins que les vivants n'empruntent plus, mais que les traces de leurs absences continuent d'indiquer, fragilement, à travers les impulsions muettes des circuits. Dans les cryptes de navigation scellées de l'Imperium, où les cartes stellaires sont gardées derrière des serrures de laiton et des sceaux hexagramiques, la carte du passage humain dans le vide n'est jamais un diagramme unique et clair, mais un dépôt superposé de routes, de corrections et de dénégations patientes. Chaque croisade, chaque campagne ajoute de fines lignes sur du vélin, du plastique ou des trames hololithiques, tandis que les trajectoires plus anciennes sont épaissies, détournées ou simplement laissées à pâlir sous l'encre nouvelle. Considérées isolément, chacune de ces cartes semble close sur elle-même, mais lorsqu'on les superpose, siècle après siècle, apparaît en négatif une autre image, un réseau de vecteurs brisés, de corridors scellés et de points de translation brutalement interrompus qui forment le premier contour des routes interdites. Une route n'est pas déclarée interdite simplement parce que le warp y hurle trop fort. De nombreux passages instables sont classés dangereux, abandonnés aux marges du savoir de navigation. Les véritables interdictions frappent les vecteurs qui concentrent des soupçons convergents. Axes,
le long desquels des convois entiers disparaissent sans épave, couloirs associés à des silences vox noirs répétés, secteurs où de vastes prélèvements de main-d'œuvre ne réapparaissent ensuite ni dans les rôles des morts, ni dans ceux des décorés ou des pénitents. Par de brèves notations et des changements de teinte, les cartographes de la Navis Nobilite et les savants des Ordos marquent ces lignes comme devenues résonantes avec autre chose que l'obéissance, chargées de la pression accumulée de ceux qui ont cherché à quitter les chemins tracés. La réponse officielle prend la forme d'une correction qui dissimule un effacement. Sur les cartes de passerelle comme dans les atlas de formation, les segments concernés sont grattés, recouverts de sceaux d'avertissement qui détournent le trafic vers des arcs plus longs. Pourtant, dans les archives profondes, le palimpseste demeure lisible. À la lumière rasante, de fines stries révèlent l'ancienne rotation des compas, et dans les banques de données du Mechanicus, des matrices de route dépréciées subsistent sous forme de jeux marqués obsolètes, relégués dans des répertoires dont l'accès exige serments multiples et clés de chiffrement. Les lignes ne sont plus enseignées, mais elles ne sont pas détruites. Elles sont seulement mises en quarantaine. Les cartographes de secteur, qui travaillent non sur des visions intérieures, mais sur des amas de relevés, rencontrent ces fantômes sous la forme de chiffres plutôt que de pressentiments. Lorsqu'ils projettent des millions de points d'émergence sur une même grille hololithique, ils voient apparaître des filaments de perturbations statistiques, chaînes de sorties warp systématiquement décalées d'un côté du corridor attendu, grappes de dernière localisation de nefs perdues, dessinant une ligne tordue entre des étoiles à peine cataloguées. Les rapports évoquent des erreurs de mesure, mais les recommandations élargissent les cônes d'exclusion, déclassent des relais et requalifient des volumes entiers comme de valeurs logistiques négligeables. Peu à peu, le trafic se détourne, ne laissant derrière lui que des vecteurs fantômes dans la mémoire des Auspex et quelques marques obstinées sur des cartes rescapées des grandes révisions. Mis bout à bout, ces effacements composent un atlas en creux. Un réseau de routes qui, officiellement, ne mène nulle part, mais que les séries anciennes montrent comme autrefois empruntées par des transports de troupes, des flottes de pèlerins, des barges de réfugiés ou des hulks pénitentiaires. Leur trait commun n'est pas la destination, mais la fonction de déversement. Nombre de leurs points terminaux correspondent à des mondes à peine éclairés, notés dans les catalogues comme custodiaux, correctifs ou simplement maintenus sous sceau, sans comptoir marchand, ni fête de temple, ni pèlerinage de retour. Dans le silence stratifié qui entoure ces coordonnées, aucune épave déclarée, aucune victoire commémorée, aucun martyr nommé, se laisse deviner un réseau de drainage coulant sous les fleuves officiels de la logistique impériale. Les routes interdites, effacées des enseignements mais persistantes dans les couches profondes des archives, semblent se recourber vers ces sphères négligées, suggérant qu'au-delà des itinéraires approuvés, existe un anneau de monde dont le rôle n'est pas de mener les guerres de l'empereur, mais de recevoir, sans compte ni question, tout ce que ces domaines préfèrent appeler perdu. Sur les cartes stratégiques de l'Imperium, les mondes pénaux apparaissent comme des points ternes, désignés par des codes numériques et des classifications fonctionnelles, rarement par des noms. Ils sont les bassins de décantation d'un empire saturé de fautes, de dettes et de surplus humains, planètes entières livrées à la garde de garnisons squelettiques et de contingents de confiance douteuses, où la présence impériale se réduit souvent à quelques bastions enchâssés dans un horizon de cicatrices. Les registres officiels décrivent ces mondes en colonnes compactes, effectifs initiaux, quotas de condamnés, prévisions de mortalité, capacité d'extraction minière ou de construction de fortifications. À la lecture, tout semble pesé, mesuré, maîtrisé. Mais l'écart entre ces chiffres et la réalité de la surface s'ouvre dès les premiers cycles. Les transferts de prisonniers s'accumulent, les convois arrivent avec retard ou sans documentation complète, et le sol commence à retenir davantage de corps qu'aucun rapport ne peut le dire. Les complexes de réception se présentent comme des géométries sévères de murs, de fosses et de barbelés, mais très vite les limites officielles s'effritent. Les condamnés employés à la construction des digues, des mines à ciel ouvert, des enceintes extérieures,
se répandent dans des zones dont les cartes n'avaient pas prévu l'usage. Des campements se forment en marge des installations, faits de débris de conteneurs, de plaques arrachées à des modules de débarquement, de bâches de cargaison recyclées. C'est dans ces marges que les chiffres commencent à se dissoudre. Les registres du Munitorum continuent d'énumérer des arrivées et des décès, des rotations de travail et des affectations disciplinaires, mais les individus glissent entre les catégories. Les fuites vers les franges sauvages de la planète, les morts non constatées lors d'effondrements de galeries, les exécutions sommaires non déclarées aux auspex administratifs ouvrent des brèches où s'engouffrent des milliers de destins sans quittance. Les autorités locales, submergées, adoptent une économie de l'approximation. Les bilans hebdomadaires de population deviennent des estimations, les coefficients de remplacement s'élargissent, jusqu'à absorber des écarts considérables, et bientôt, la question de savoir combien d'êtres vivent réellement à la surface cesse d'avoir une réponse utilisable. L'essentiel est que les quotas de production soient, en apparence, remplis, que les garnisons reçoivent leurs renforts, que les vaisseaux repartent chargés de minerais, de pièces lourdes ou de contingents disciplinaires. Dans certaines administrations planétaires, des tentatives de recensement plus scrupuleuses laissent derrière elles des traces troublées, des listes incomplètes de matricules, des feuillets de recensement raturés jusqu'à la quasi-illisibilité, des notes marginales évoquant des populations non intégrées au cycle pénal, témoignent d'efforts rapidement abandonnés. Les fonctionnaires qui les ont entrepris semblent avoir compris que la masse humaine accumulée sur ces mondes dépassait non seulement leurs moyens, mais peut-être aussi le mandat implicite de l'impérium envers ses propres indésirables. Car si l'empereur réclame des vies pour ses guerres, il ne requiert nulle part que chaque existence condamnée soit suivie jusqu'à son terme. Les mondes pénaux deviennent ainsi des réservoirs sans jauge fiable, des zones où la main-d'œuvre et la souffrance peuvent être prélevées à volonté sans que les pertes soient jamais vraiment soldées. Les trafics internes, les hiérarchies parallèles de détenus, les enclaves de marginaux nés sur place brouillent encore davantage le lien entre arrivée et disparition. Dans les cryptes de données de l'Inquisition, quelques audits sectoriels ont tenté de reconstituer les trajectoires de condamnés transférés à travers plusieurs de ces mondes. Les résultats se dissolvent en arborescences impossibles à clore. Les mêmes idencodes réapparaissent sur des planètes différentes à des décennies d'intervalle ou se fragmentent en séries de descendants supposés, nés en captivité, dont aucun registre ne précise s'ils restent soumis à la peine originelle ou s'ils en deviennent simplement l'oubli vivant. Ainsi, sur ces planètes grises, la peine n'a plus de fin définissable et le décompte cesse d'être un instrument de contrôle pour devenir une simple fiction de surface. Les mondes pénaux, sans comptes finaux, fonctionnent comme des puits de gravité sociale où l'impérium laisse tomber ce qu'il ne souhaite plus nommer, en sachant que ni les archives, ni la mémoire des survivants ne pourront jamais en restituer la totalité dissipée. Dans les strates les plus profondes de l'administratum et du mechanicus, là où les registres ne portent plus sur les dîmes ou les tonnages, mais sur la continuité même de la chair, se trouvent les généalogues de l'impérium. Ces archives n'énumèrent pas des histoires familiales. Elles disposent des matrices de marqueurs, des origines planétaires, des schémas de conscription, des coefficients de docilité. Pour l'appareil impérial, une lignée n'est qu'un flux prévisible de corps et de comportements à travers les siècles. Sur certains mondes ruches très anciens, ces généalogues dessinent des nappes entières de parenté, indiquant quels secteurs produisent les ouvriers les plus endurants, quelles strates urbaines fournissent disproportionnellement des recrues, quelles microcastes génèrent des déviations jugées utiles, tolérables, ou à terme insupportables. Au fil des révisions, ces diagrammes de chair se chargent de signes qui ne décrivent plus des tendances mais des arrêts. Certaines colonnes se terminent par un simple glyphe terne, indiquant que toute projection ultérieure devra s'effectuer comme si la lignée correspondante n'existait plus. Les raisons varient. Monde livré à l'exterminatus, campagne de stérilisation imposée à des populations jugées trop instables, programme de conscription sélective envoyant systématiquement certains groupes vers des fronts où la mortalité attendue avoisine l'absolu,
D'autres extinctions sont plus discrètes encore. Restrictions locales du droit de reproduction, déplacements répétés qui brisent les continuités domestiques, intégration forcée d'enfants dans des institutions où nul patronyme n'est transmis. Dans des scriptoria spécialisés, des adeptes sont chargés de corréler ces extinctions avec d'autres séries. Intensité de la délation, fréquence des micro-révoltes, apparition de cultes déviants, fluctuation de productivité. Les directives qui les guident ne mentionnent presque jamais la compassion. Elles parlent de refroidir des foyers, de réduire des variances, d'éteindre des mémoires. Car une lignée n'est pas seulement un ensemble de gènes, elle porte avec elle des habitudes, des alliances, des inimitiés anciennes. En décidant qu'un certain patronyme ne doit plus figurer dans les registres de naissance, l'Imperium cherche autant à modifier la composition biologique d'un monde qu'à délier les récits souterrains qui permettèrent à certains refus de se transmettre. Pourtant, les généalogues ne sont jamais parfaitement étanches. Dans des registres paroissiaux, des noms subsistent que les matrices centrales ne reconnaissent plus. Des autels domestiques, dissimulés dans des niches de ruches, portent des symboles de clans officiellement résorbés. Dans la Schola Progenium, certains orphelins manifestent des traits physiques, des intonations, des réflexes de cohésion qui évoquent comme des communautés que les archives jurent éteintes. L'Inquisition rassemble parfois ces anomalies, idencodes disparus, réapparaissant à la marge de mutineries, signes héraldiques non répertoriés, gravés sur des armes improvisées, regroupement spontané de soldats partageant, sans le savoir, une origine que nul document ne consigne plus. Les mondes pénaux et les confins mal cartographiés concentrent particulièrement ces lignées niées. Beaucoup de condamnés appartiennent à des familles officiellement supprimées. Leurs enfants naissent en dehors de toute inscription civile, se transmettant des manières de parler, des totems, des rancœurs que nul scribe n'agrège plus à un arbre. Dans ces zones, les généalogues, saturés de marques d'arrêt, deviennent inutilisables. C'est le paysage lui-même, camp, ruines de colonies, docs figés, qui prend le relais comme support de filiation. Des traits proscrits se recombinent, loin des planificateurs, en faisceaux imprévisibles. Ainsi se dessine, derrière les généalogues des lignées effacées, une autre cartographie, faite non de branches, mais de courants. Moins visible, mais assez tenace pour que parfois, une lignée déclarée morte réapparaisse à l'angle d'une sédition, d'un geste de solidarité, d'un visage qui répète sans le savoir, un héritage que les chiffres avaient cru dissoudre entièrement. Sur les mondes de l'Imperium, la mort ne manque jamais de chiffres, mais elle manque souvent de noms. Les rouleaux de dîmes, les états de service, les listes de pertes prétendent englober chaque existence offerte au trône. Pourtant, derrière ces colonnes de signes, s'entassent des morts qui n'ont jamais franchi le seuil de l'enregistrement. Raflés morts avant la conscription formelle, pèlerins effacés en transit, condamnés, noyés dans les flux sans idencodes valides, enfants nés et perdus dans des zones que nul recenseur ne visite plus, autant d'êtres dont l'Imperium exploite la présence, puis laisse glisser la disparition hors du champ de ses registres. Malgré cela, une forme d'épitaphe persiste, comme si la structure même de la foi impériale exigeait que chaque vide humain soit bordé par un signe, fût-il muet. Ces marqueurs ne délivrent pas de récit, ne restituent aucune identité complète. Ils se contentent d'indiquer qu'un espace a été occupé, un souffle compté un instant, avant que le décompte officiel ne l'abandonne. Sur les mondes de guerre anciens, les ossuaires impériaux témoignent de cette tension entre l'oubli et la nécessité de marquer. Des tranchées comblées de restes anonymes sont recouvertes de dalles sur lesquelles ne figurent que des formules générales, pour ceux dont le nom n'est connu que de lui, pour les innombrables. Dans certaines nécropoles, des stèles sont dressées sans inscription, polies, jusqu'à ne refléter que la lumière diffuse des lunes mortes. Les prêtres les désignent comme des pierres de dette, symboles d'une obligation que nul ne peut plus nommer. La liturgie les entoure de prières standardisées, mais les fidèles qui y déposent des ex-voto murmurent parfois des noms que les archives n'ont jamais portés, persuadés que ces surfaces muettes
sont justement faites pour accueillir ce que les registres ne reconnaissent pas. Ainsi, ces épitaphes vides remplissent-elles une fonction paradoxale. Elles admettent implicitement qu'il existe des morts que l'Empire n'a pas su compter, tout en les enfermant dans une forme où leur singularité demeure à jamais dissoute. Sur les lunes cimetières et les bastions funéraires de certaines forteresses mondes, l'administratum a tenté de rationaliser cette dispersion en dressant des champs de dalles préimprimés. Chaque pierre porte une matrice de lignes laissées incomplètes, prêtes à recevoir la désignation d'un régiment, d'un théâtre, d'un segmentum. Des serviteurs grattent, puis gravent mécaniquement les mentions que leur transmettent les dépêches. Mais de nombreuses lignes demeurent à jamais vides, réservées à des pertes futures qui ne seront jamais officiellement attribuées. Avec les siècles, l'érosion efface les rares inscriptions, uniformisant l'ensemble en une surface quasi plane. Des scribes de garnison, conscients de ce nivellement, tracent parfois, au revers des stèles, de minuscules signes personnels, de courts groupes de lettres, comme pour suggérer en secret que derrière chaque case laissée blanche s'est tenue, un jour, une vie qui n'a même pas eu droit à ses caractères standardisés. À côté de ces dispositifs réglés, prolifèrent d'innombrables épitaphes informelles, plus proches de la cicatrice que du monument. Dans les ruines de quartiers effondrés, des noms sont gravés à la pointe de couteau sur des parois de pastèques brûlées, souvent réduits à quelques lettres sans indication de date ni de régiment. Sur les armes récupérées des champs de bataille, de brèves inscriptions, marques de clans, fragments de devises, tiennent lieu de pierres tombales portables pour ceux qui ne laisseront derrière eux que ce morceau de métal. Même les circuits portent leur part de deuil. Dans certains blocs de maintenance, des chapelets de chiffres sans fonction, hérités de prières en scrap code, s'accrochent à des routines obsolètes comme des listes de noms que plus personne ne sait déchiffrer. Il existe enfin, dans certains sanctuaires et chambres de vox, des épitaphes plus abstraites. Niches délibérément vides, canaux réservés à un souffle de statique, plaques de métal où ne figure qu'un simple cercle. Elles ne renvoient à aucun nom, mais leur répétition à travers des mondes, sans lien apparent, suggère un même besoin. Ménager, au cœur d'une comptabilité inachevée, des formes où les disparus sans dossier subsistent comme de simples contours de silence, assez tenaces pour survivre aux chiffres qui les ont manqués.